Afrique Média, le monde, c'est nous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de Géopolitique Internationale, édition spéciale. Nous essayerons ce jour de comprendre ce qui se passe dans le conflit Russie-OTAN qui se déroule en Ukraine, avec notamment toutes les implications géopolitiques. Et bien sûr, vous le savez depuis quelques jours, l'intervention armée de la Russie visant à démilitariser l'Ukraine suit son cours. Après la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des républiques du Donbass, l'intervention militaire de la Fédération de Russie en Ukraine a donc suscité et continue de susciter de nombreuses réactions aux quatre coins du globe, alors que les pays de l'OTAN ont manifesté leur indignation en imposant des sanctions, je cite, dévastatrices pour reprendre les propos du président américain Joe Biden à la Russie. En Chine et surtout en Afrique, c'est la prudence qui est de mise. Donc, dans une déclaration publiée jeudi dernier sur le site web de l'organisation panafricaine, le Sénégalais Macky Sall et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont exprimé leur extrême préoccupation face à la très grave et dangereuse situation créée en Ukraine, exhortant les parties à instaurer un cessez-le-feu et à revenir à la table de discussion. Mais loin de la manipulation médiatique donc qui vous est très souvent servie depuis le début de l'offensive russe, Afrique Média vous livre ce jour, et ce grâce à ses analystes, la vérité sur cette guerre qui de toute évidence créera un nouvel équilibre dans le monde. Je n'ai pas envie de dire qu'elle aboutira à un nouvel ordre mondial. Quelle est la genèse de ce conflit ? Qui en sont les différents protagonistes? Quels sont les rapports de force? À quoi aboutiront les jeux de sanctions et contre-sanctions? Moscou est-il suffisamment préparé face aux possibles actions de l'OTAN? On en parle dans quelques instants. Une fois de plus, bonjour. Bien sûr, mesdames et messieurs, vous l'avez su et vous le savez, la Russie a donc lancé son opération de démilitarisation de l'Ukraine en rapport bien sûr avec son conflit avec l'OTAN. On en parle ce jour après tout ce qui a pu se dire dans plusieurs médias. On essaiera tant bien que mal de vous fournir ce qui doit être considéré comme la vérité dans cette affaire. Et pour en parler, nous sommes avec Gamal Abina. Bonjour Gamal. Merci pour l'invitation. Merci d'être là, Gamal Abina. À vos côtés, Sébastien Périmoni est également avec nous. Bonjour, Sébastien. Oui, bonjour à tous et à tous les auditeurs d'Afrique Média. Fabrice Beyor est également là. Il a répondu présent au rendez-vous. Bonjour, Fabrice. Bonjour de Russie. Et merci d'être avec nous, très cher Fabrice Beyor. On n'oublie pas, bien sûr, notre cher Luc Michel qui est également là. Luc, bien le bonjour. Bonjour, Bachir. Je voulais particulièrement saluer Fabrice et vous-même parce qu'il y a déjà 8 ans, nous soutenions déjà les populations russophones de l'Ukraine et les antifascistes ukrainiens, ne les oublions pas, contre le régime fasciste de l'Argent de Kiev. C'est à l'époque, il n'y avait que 2 médias qui nous permettaient de nous exprimer. C'était Presse TV et Radio Moscou, mais également Afrique Média. Nous avons fait beaucoup d'émissions spéciales. Je tiens à remercier le PDG, Justin Tagou, pour nous avoir offert cette tribune il y a 8 ans, au milieu d'un silence et d'un étouffement médiatique qui, heureusement, n'existe plus aujourd'hui. Bien sûr, c'est un devoir de mémoire en tout cas. Et bien sûr, notre cher, voilà, j'y arrive, Tarek Mani est avec nous également. Bonjour Tarek. Bonjour, cher ami, bonjour à tous les intervenants. Et effectivement, c'est comme vient de le dire Luc Michel, l'instant est grave et donc l'Ukraine, c'est peut-être l'avenir, je dirais pas du monde, mais en tout cas du passage du monde unipolaire au monde multipolaire qui se joue aujourd'hui. On verra avec les autres intervenants panélistes si cette idée est la bonne ou pas.
quota, passage qui se veut de plus en plus obligé. Et bien sûr, la seule femme parmi tous ces hommes, c'est bien sûr notre chère Samira Benturki. Samira, bonjour. Bonjour, je vous remercie. Voilà, merci. Merci d'être là, Samira. Participer à cette mission. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que Samira Benturki est Saïdi, elle est écrivaine, chercheuse indépendante dans le domaine de l'histoire, fondatrice et directrice générale de la maison d'édition et de la société de production audiovisuelle Worldwide Words and Illustration. C'est bien ça, Samira? Oui, c'est bien cela. Allez, merci d'être Je avec nous. travaille en tant que chercheuse indépendante. Voilà. Merci infiniment, messieurs et dames, d'avoir répondu présent. Vous l'avez su, donc, comme je le disais à nos téléspectateurs, c'est une édition spéciale de géopolitique internationale sur Afrique Média, la télévision panafricaine. Je voudrais bien, Luc Michel, pour permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre ce qui se passe, quelle est la genèse de ce conflit entre la Russie et l'OTAN, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine? Avant de vous répondre, Bachir, je voudrais parler de deux choses. La première chose, c'est que Fabrice et moi-même, nous ne sommes pas des observateurs, mais des acteurs du dossier, puisque ça fait de nombreuses années que nous combattons à côté de la Russie pour la protection des populations russophones. En particulier, j'ai organisé le monitoring du référendum de Crimée en 2014 et Fabrice a organisé le référendum des premières élections législatives dans la République de Lugansk. La seconde chose que je veux dire, c'est un mot sur la bataille médiatique, parce que l'Ukraine, c'est avant tout ces derniers jours une bataille médiatique. Dans les médias de l'OTAN, et en particulier les médias français, où la cohorte de la russophobie, les Tonder, les Gogol et tous ces Russes blancs émigrés en Russie en 1917 et qui détestent Moscou sont dressés contre Vladimir Poutine, on a renversé la situation. À Kiev, c'est un régime qui est nazi. Le cœur de l'armée ukrainienne, ce sont les bataillons spéciaux néo-nazis, dont le célèbre bataillon Azov, qui a pour emblème l'emblème d'une division de la Waffen-SS entre 1941 et 1944, et qui a pour drapeau l'emblème spécial ésotérique du Reichsführer-SS Heinrich Himmler. Mais ce n'est pas seulement la seule chose qui existe. Dans tous les reportages, le président ukrainien Zelensky et tous les politiciens saluent sur les chaînes françaises d'un slogan « Gloire à l'Ukraine ». C'était le slogan des néo-nazis ukrainiens de Stéphane Bandera entre 1941 et 1944. C'est l'équivalent ukrainien du Sieg Heil allemand. Voilà la réalité. On présente Zelensky comme le nouveau Churchill. On dit que c'est Poutine qui est le nouveau Hitler, alors que Poutine, c'est le nouveau Staline. Il est venu libérer l'Ukraine des néo-nazis et de l'OTAN, exactement comme Staline a libéré tous les peuples de l'Est des nazis en 1941-45. Maintenant, la genèse de ce qui se passe, ce n'est pas il y a quelques jours, ce n'est pas encore il y a 8 ans, lors de la révolution de couleur qu'on a appelée les Ronalman. La genèse de tout ceci, c'est en 1917. Jusque-là, l'Ukraine n'a jamais existé. L'État de Kiev au Xe siècle, qu'on appelle la Rousse de Kiev, c'est un État russe, c'est l'État primitif de la Russie, dont l'héritière est la Moscovie. Cet État n'est pas un État ukrainien qui n'existe pas à l'époque. L'Ukraine, ensuite, elle est divisée par ses provinces entre la Hongrie, l'Autriche-Hongrie, la Roumanie et la Pologne. En 1917, l'État russe s'effondre. Jusque-là, la Russie a contrôlé les territoires qui sont aujourd'hui ce qu'on appelait la Novorossia, c'est-à-dire les candidats qui sont à l'est du fleuve Dniester. Ces territoires ont été libérés par les armées russes de Catherine la Grande. Elles ont été libérées de la Turquie qui les occupait. Et par exemple, la grande ville d'Odessa, elle est fondée par Catherine la Grande et son ministre français, qui est le duc de Richelieu. Odessa, c'est une ville russe. Kherson, c'est une ville russe. Donetsk et Lugansk, Kharkov, ce sont des villes russes. En 1917, l'État tsariste
s'effondre et se déchaînent les voisins de l'Ukraine. La Pologne s'empare d'un territoire qui comprend aussi Vilnius en Lituanie. C'est la grande Pologne fasciste. C'est un régime fasciste qui va s'effondrer en 1939. La grande Roumanie, deuxième régime fasciste de celui qui va être bientôt le dictateur roumain Antonescu. Elle s'empare de provinces roumaines et en 1941, la Roumanie fasciste est alliée à l'Allemagne nazie. Elle attaque lors de Barbarossa l'Union soviétique et Hitler fait cadeau d'une province qu'on appelle la Transnistrie et Odessa devient une ville roumaine. Les Roumains, les fascistes roumains sont les premiers à massacrer les Juifs avant les nazis. Ils massacrent notamment les 20 000 Juifs d'Odessa, qu'on pend notamment au réverbère. En 1944, la Russie reprend cela, mais en 1917, revenons à la situation, la Russie se rétablit avec l'Union soviétique, ce sont les bolcheviks, et les bolcheviks commettent une erreur historique contre laquelle Staline était opposé, mais c'est Lénine qui divise. Lénine déteste l'État russe, et pour faire contrepoids à la Russie dans l'Union soviétique, on décide de créer une grande Ukraine. On donne une série de territoires russes à l'Ukraine, notamment les territoires de la Novorossia, et en 1944, lorsque la Russie vainc les Polonais et vainc les Roumains, elle s'empare des territoires ukrainiens de Roumanie, de Hongrie et de Pologne, elle les donne à la République soviétique de Roumanie. Khrouchtchev, à la mort de Staline, continue, puisqu'il fait cadeau à l'Ukraine de la Crimée, qui est un territoire russe dans lequel il n'y a que des russophones. Lorsque l'Union soviétique s'effondre en 1991, déjà il y a un référendum en Crimée. La Crimée demande son rattachement à la Russie, mais à l'époque, c'est la Russie de Boris Eltsine. C'est une colonie des États-Unis et le référendum n'est pas suivi des faits. Simplement, la Crimée devient une république autonome qui a son propre parlement en Ukraine. En 2003, il y a une première révolution de couleur qui établit un régime pro-américain à Kiev. Cette révolution de couleur finit par s'effondrer. Il y a un deuxième régime pro-russe avec Yanukovych. Celui-ci est victime d'une révolution de couleur fin 2013, début 2014, et il s'effondre. Alors, les Allemands, les Français, les Américains ramènent d'Allemagne les anciens nazis ukrainiens. Ils s'emparent du pouvoir lors d'un coup d'État à Kiev. On chasse Yanukovych, on dissout le Parlement élu ukrainien de 2013. La junte de Kiev, elle prend des mesures anti-russes. Elle interdit notamment le russe comme deuxième langue officielle en Ukraine et elle discrimine les populations. Ce sont les héritiers de ceux qui sont les partisans de Bandera, donc les nazis ukrainiens de 41-44, et le cœur de la junte de Kiev, ce sont les bataillons spéciaux néo-nazis, Azov et compagnie, encadrés par la garde nationale américaine et par les mercenaires américains, les héritiers du groupe Blackwater. À ce moment-là, il y a un soulèvement des populations russophones dans toute l'Ukraine. Il y a le soulèvement de la Crimée qui décide son rattachement par référendum à la Fédération de Russie. J'ai participé à cette aventure. C'est ce dont je suis le plus fier dans mes 50 ans de carrière politique. Il y a les républiques de Donetsk et de Lugansk qui se soulèvent, mais il y a également des soulèvements à Kharkov, il y a des soulèvements à Odessa. Ceux-ci sont écrasés dans la terreur par les milices néo-nazis ukrainiennes. À Kharkov, il y a le maire juif de Kharkov. On tente de l'assassiner, il doit s'enfuir en Russie et les pro-russes sont écrasés. Et à Odessa, il y a un massacre des pro-russes. Dans la maison des syndicats, des centaines de pro-russes sont violés, les hommes et les femmes, parce que les néo-nazis ukrainiens, c'est cela. Et ensuite, on met le feu aux bâtiments via leurs cadavres. Cela est dissimulé par les médias de l'OTAN. C'est fini d'Odessa libre.
c'est fini de Kharkovim, c'est fini d'un certain nombre de villes comme Slaviansk et Mariupol, sur lesquelles les Ukrainiens reprennent le contrôle et qui faisaient partie au départ de la République libre de Donetsk. Ça va durer pendant 8 années. Pendant 8 années, l'Ukraine tente de massacrer son propre peuple à Donetsk et à Lugansk. On tire notamment à l'artillerie lourde sur les populations russophobes du Donetsk. Les Russes de Poutine, évidemment, pendant 8 ans, ils vont négocier avec ces gens-là. Ils vont négocier avec ceux qui les soutiennent à Paris et à Washington et à Berlin. Ce sont les fameux accords de Minsk qui sont sabotés par Kiev avec l'accord de Paris, avec l'accord de Berlin. Qu'est-ce que c'était les accords de Minsk? C'était une tentative de fédéraliser l'Ukraine avec le soutien de la Russie. Il n'y aura jamais de fédéralisation. Le but de la junte de Kiev, c'est simplement de se débarrasser des russophones. Il y a quelques mois, le président Zelensky, qui n'est pas un patriote, qui n'est pas un comique, c'est un ancien comique, c'est un clown tragique, mais c'est un petit voyou qui a pactisé avec les oligarques ukrainiens pour rétablir le régime corrompu de Kiev. Le dirigeant, donc Zelensky, il a déclaré que les russophones de Donetsk et de Lugansk, c'était des non-humains. C'est exactement la position des nazis en Ukraine en 1941 et 1944. Après 8 années de patience, la Russie a tracé des lignes rouges. Elle a déclaré à l'avance qu'elle ne laisserait plus massacrer les populations russophones. Et ajoutons-le, c'est la fin de la patience pour Vladimir Poutine et les siens. En 2014 déjà, moi j'ai participé à une grande conférence à Yalta avec tous les dirigeants, notamment de Donetsk et de Lugansk. C'est là que j'ai rencontré et interviewé pour Afrique Media, Bachir s'en souvient, Denis Pouchiline, qui est le président fondateur et encore aujourd'hui le président de la République de Lugansk. Nous voulions soutenir dans toute la Novorossia les soulèvements pro-russes. Nous avions prévu notamment des référendums que nous allions soutenir à Odessa et à Kharkov. Et Poutine, à l'époque, qui voulait négocier avec les Français et avec les Allemands, a reculé. Il fait aujourd'hui ce qu'il n'a pas osé faire en 2014. Il vient enfin soutenir les populations russophones dans toute la Novorossia. Il y a eu un incident amusant hier, alors que dans tous les médias. Instants, le temps de donner la parole aussi à nos autres invités. En tout cas, la jeunesse, on l'a bien compris. Ça permet aussi à nos téléspectateurs de savoir où on va. Sébastien Périmoni, est-ce abusé que de dire qu'en fait la guerre en Ukraine est une guerre plutôt, est un conflit plutôt Russie-OTAN? Sébastien Périmoni. Oui, vous m'entendez? Bonsoir, très bien. Oui, alors très bien l'historique a été fait, mais en effet aujourd'hui on est, je pense, à l'aune d'une potentielle troisième guerre mondiale et vous demandez quel était un peu le contexte et l'historique. En fait, c'est une guerre claire, non pas entre l'OTAN et la Russie, c'est une guerre entre les États-Unis et la Russie, et l'OTAN est dirigée par les États-Unis avec ses vassaux, dont la France. Donc, si vous voulez, il faut bien reprendre le contexte pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Et si vous vous rappelez ce qui s'est passé en 2021, vous avez par exemple l'amiral Charles Richard, qui est quand même le chef du commandement stratégique américain, qui a déclaré un changement de doctrine aux États-Unis et disant qu'au regard de la possibilité d'une crise régionale avec la Russie et la Chine, les États-Unis devaient envisager de passer à l'utilisation d'armes nucléaires. Donc non seulement on parle aujourd'hui d'un danger de troisième guerre mondiale, mais on parle d'un danger de guerre nucléaire. Très très vite après cette déclaration de Stratcom, si vous voulez, il y a eu tous ces exercices sur le sol européen. En mars, Defender Europe 21, qui était dirigé par l'armée américaine, 28 000 soldats de 27 pays différents, qui étaient en train de faire des exercices dans le cadre d'un objectif de guerre contre la Russie. Suite à ça, vous avez Boris Johnson, qui a annoncé doubler son stock d'ogives nucléaires. Donc, vous avez toute une rhétorique qui s'est bâtie au cours de l'année 2021, si vous voulez, pour préparer ce moment de guerre entre les États-Unis et la Russie à travers l'OTAN. Le ministre de la Défense lui-même, Lloyd Austin,
a déclaré à plusieurs reprises et tout au courant de l'année dernière que l'Ukraine serait défendue contre l'agression russe coûte que coûte et que jamais les États-Unis ne laisseraient la Russie envahir ne serait-ce qu'une petite partie de l'Ukraine. Donc vous avez tout ce contexte qui s'est mis en place. À l'époque, le ministre de la Défense russe a à plusieurs reprises proposé des initiatives pour calmer le jeu, pour faire que justement ces grands exercices militaires de l'OTAN arrêtent de se déployer à la frontière vers la Russie avec l'extension de l'OTAN. Et je rappelle quand même cet incident qui a eu, c'était en juin de l'année dernière, où vous avez un navire de guerre russe qui a tiré des coups de semonce sur un destroyer de la Royal Navy, donc du Royaume-Uni, parce qu'il avait violé justement l'intégrité territoriale de Russie. Donc on a une série de provocations constantes, permanentes, tout au cours de l'année dernière, si vous voulez, qui nous amènent aujourd'hui à ce potentiel de danger de guerre entre les États-Unis, évidemment, et la Russie. Donc aujourd'hui, ça c'est le contexte historique. Je pense aujourd'hui, ce qui a été dit en effet, que ce basculement entre un monde multipolaire et unipolaire est quelque chose qui va se jouer en partie en Ukraine. Mais on a affaire aujourd'hui, et je pense malheureusement, si je parle au nom de mon pays, la France, vous savez que la France a été pendant plus de 43 ans en dehors de l'OTAN, grâce en particulier au général de Gaulle et à ses successeurs, hein, citons-les, Giscard d'Estaing, Mitterrand, même s'ils étaient imparfaits, et que quand justement M. Macron, M. Sarkozy a réintégré la France dans le commandement intégré de l'OTAN, à partir de là, la voix de la France, qui était une voix indépendante, on va dire, ou plus indépendante, avait la possibilité de jouer un rôle sur la scène internationale. Aujourd'hui, on a bien vu que Macron est allé discuter pendant 5 heures avec Poutine, mais avec aucune crédibilité, puisque de toute façon, la France est pieds et poings liés dans cette stratégie millénariste, impérialiste, aventuriste, qui aujourd'hui pousse le monde en effet à un danger de guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie. Gamal Abina, la question est à vous. Que vous inspire cette guerre en Ukraine? Alors, Vladimir Poutine est présenté par les médias occidentaux et les dirigeants occidentaux comme le démon incarné, comme Hitler, et je mets ça entre guillemets. Comment ça s'explique? Ça s'explique parce qu'on est en plein exercice de propagande, que l'Occident s'est montré ridicule, il faut utiliser les termes. Les États-Unis, qui sont des faiseurs de guerre, rappelons toujours que les États-Unis ont conduit, je me rappelle récemment dans un média, 72 guerres en un siècle et demi quasiment, enfin un siècle depuis le début du siècle dernier, quand les Russes ont conduit 31 guerres, mais des guerres essentiellement défensives. Hein. On ne parlera pas peut-être de l'Afghanistan, parce que là c'est plus discuté, mais le reste en substance des guerres défensives. Donc lorsqu'ils osent présenter Vladimir Poutine comme étant Hitler, ça c'est l'image facile et caricaturale du dirigeant qui a décidé de mettre un stop et un holà à la barbarie américaine, parce qu'il faut utiliser les termes, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Les États-Unis sont un État prédateur, un État dangereux, un État déstabilisateur, un État qui a pendant 30 ans agressé partout sur la planète d'autres États qui étaient légitimes. Je parle de la Libye, je parle de l'Irak, de la Syrie, de la Somalie, bref, je ne vais pas faire une liste, elle n'est même pas exhaustive. Les États-Unis sont extrêmement dangereux et on préfère accuser la victime. Alors en substance, oui, effectivement, le Donbass est une région qui était discutée, mais pas seulement parce que le Donbass est historiquement russe, pas russophone. Le terme me dérange, moi, je n'aime pas entendre le terme de russophone, ce sont des Russes. Parce que russophone, ça sous-entend qu'ils ne seraient pas d'origine russe. Ensuite et surtout parce que de dire j'ai Staline, de dire que le président Poutine serait un dictateur, bon, c'est très amusant, il y a eu quand même des élections, serait un dictateur qui ne respecterait pas des règles, eh bien j'ai envie de dire que les règles internationales ne sont jamais respectées par les États-Unis. J'en veux pour preuve l'accord sur le nucléaire iranien. La signature américaine ne vaut rien. Les Occidentaux ont une tradition de n'avoir aucune parole, et pour avoir une parole, ils sont obligés de signer des documents qu'ils ne respectent pas. Donc, en vérité, si on veut faire un parallèle, parce qu'on aime les parallèles un peu hasardeux, d'abord, la Russie, on veut la sanctionner économiquement, on ne peut pas. Bon, ça, c'est une chose, on en reparlera peut-être plus tard, parce que la Russie est trop importante sur un plan de l'économie mondiale, et très intégrée, évidemment, aujourd'hui. Mais surtout, la Russie, on veut comparer avec ce qui s'est passé sur la Seconde Guerre mondiale. 26 millions de morts russes quand du côté occidental, on se promenait un petit peu. Il n'y a pas eu 2 millions de morts, il faut être très clair. Ensuite et surtout parce que la Russie a libéré l'Europe, contrairement à l'idée reçue. On a caché ça pendant 75 ans dans la propagande américaine qui nous sort des films qui en font des héros. Mais ces lâches sont arrivés en 1944 sur le terrain européen.
Tout comme à la Première Guerre mondiale, ils sont arrivés en 17. Il ne faut jamais oublier qu'ils sont les Américains. Ils poussent au feu, comme c'est le cas aujourd'hui. Ils laissent les gens se massacrer entre eux et après, ils récoltent le fruit de leur opération militaire et ils s'enrichissent encore plus que jamais. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir? Si on veut comparer, moi, je vais comparer deux choses qui sont intéressantes. Je vais comparer l'Allemagne nazie, effectivement, dans une politique européenne qui a conduit à la guerre. C'est bien les Européens qui ont créé l'Allemagne nazie, c'est bien eux qui ont fait le traité de Versailles, les Français en l'occurrence, c'est bien eux qui ont retiré 15% des territoires aux Allemands, qui allaient forcément poser problème plus tard. C'est bien eux qui ont laissé, par exemple, avec les signatures de ces fameux accords de Munich, la possibilité aux Allemands de récupérer, cette fois-ci, ça ne les dérangeait pas d'ailleurs, bizarrement, de récupérer la Bohème, enfin, en Bohème-Moravie, donc en Tchécoslovaquie, la région des Sudètes, avec les Allemands, qui étaient des gens de langue allemande, d'origine allemande, c'est bien eux qui ont laissé faire et qui ont provoqué la guerre. Et là, on a l'impression de voir la même chose. C'est bien un territoire, effectivement, avec une population russe qui est attaquée. N'oublions jamais qu'il est attaqué depuis 2014. On a fait un accord à Minsk en Biélorussie, sous l'OSCE. Rappelons que c'est l'OSCE qui paraît de l'accord. Donc, on ne parle pas de plaisantins, on parle de gens sérieux, d'institutions, organisations de sécurité en Europe, qui paraît de l'accord, le paraphe et le valide, et finalement, qui n'est pas pris au sérieux, qui n'est pas validé. Et puis, il faut oublier aussi un autre truc. On parle beaucoup de nazis, mais ils sont quand même forts du café. Qui sont les nazis ou les néo-nazis en Ukraine? Ce n'est pas les Russes. On voit bien que les néo-nazis qui ont le drapeau, tout à l'heure, Luc Michel nous a fait un magistral rappel historique, et je le remercie pour ça parce qu'il est très documenté. Et il a l'expertise d'histoire que j'apprécie parce que j'ai travaillé à fond pendant une vingtaine d'années sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, quand j'entends parler, pour moi, c'est un régal. Et effectivement, il fait bien de rappeler que les anciens, alors à l'époque, on appelait ça le commissariat du Reich, donc ce territoire-là qui était disputé, s'il a basculé du côté russe, c'est parce que les nazis étaient tellement racistes que même les Ukrainiens se sont dit, bon, non, c'est des Slaves, ça reste des sous-hommes. C'est pour ça que les Ukrainiens ne sont pas devenus nazis en majorité. Et c'est pour ça qu'il y a une résistance. Sinon, il y a une sphère ukrainienne qui était quand même considérée comme étant de peuple plus ou moins arien, dans la définition un peu fantaisiste d'Heinrich Himmler. Et cette partie-là a massacré les populations. C'est bien de rappeler qu'ils ont massacré les Juifs. Alors, ce n'est pas parce que Zelensky est un demi-juif que ça valide la thèse selon laquelle il ne serait pas peut-être un peu néo-nazi. En vérité, il faut être très clair. Aujourd'hui, la guerre a été voulue. Les provocations ont été multiples. Poutine a été le plus loin possible d'où il pouvait aller. Et même, d'ailleurs, on a entendu dans une rencontre qu'il avait fait avec un de ses responsables de la sécurité, qui a bugué littéralement, qui était en panique. Il ne s'attendait pas à la réaction de Poutine. Poutine a compris qu'il fallait stopper une bonne fois pour toutes l'avancée de l'OTAN. Et puis, je rappelle tout le temps, c'est extraordinaire tout de même. On vient dire aux Russes, vous êtes illégitimes à vous protéger sur votre frontière, c'est à la porte de la Russie. Je veux dire, ils mettent un pistolet face à la porte de la Russie. Alors que quand les Américains, en 1963, ont vu débarquer 2-3 missiles venant de l'Union soviétique, ça a failli être une guerre mondiale. Donc, je suis désolé. Aujourd'hui, si on parle de Hitler, il faut utiliser les termes à dessein. D'abord, l'hitlérisme, il vient d'Europe occidentale, pour commencer, il faut être très clair. Et surtout, les Hitler, j'ai envie de dire, ils sont américains. C'est comme eux qui font la guerre partout et tout le temps sans faire de déclaration de guerre. Depuis 75 ans, les Américains n'ont déclaré la guerre à personne et ont attaqué le monde entier. C'est ça, l'hitlérisme. Il a toujours attaqué les territoires pour lesquels il ne déclarait pas la guerre. Et bien, les États-Unis font la même chose. Et la blitzkrieg américaine, on la connaît. C'est un contrôle mondial et une pression sur les États vassaux que sont les Occidentaux. Voilà, malheureusement. Gamal Abina, Fabrice Béor, vous êtes sur place. Fabrice Béor, vous êtes sur place donc en Russie. Vous avez certainement d'autres informations un peu plus fraîches que celles que nous avons. Quelle est la situation aujourd'hui? Comment est le rapport de force entre la Russie, très engagée, et les menaces de l'OTAN? Les menaces de l'OTAN, il n'y aura pas de confrontation directe avec l'OTAN parce que on ne s'amuse pas avec la Russie comme on s'amuse avec d'autres puissances qui n'ont pas l'arme nucléaire. Comprenez bien que lorsque l'Irak s'est désarmé, lorsque la Libye s'est désarmée, la conséquence, c'est la destruction du pays et même de la famille des dirigeants. Erreur que ne fait pas d'ailleurs Pyongyang. C'est la conséquence de cette politique, entre parenthèses. Non, là, il n'y aura pas d'affrontement direct. Mais la situation actuelle, pour être synthétique, essayons de l'être, la politique, la raison de l'intervention de la Russie était très, très clairement expliquée par Vladimir Poutine. Il y a la démilitarisation donc de l'Ukraine, c'est-à-dire la destruction totale de son complexe militaire donc offensif, puisqu'il est construit, il est soutenu et financé par les pays de l'OTAN. C'est une évidence. Il servait de tête de pont de l'OTAN dans l'agression contre la Russie. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, qui est effectivement mal compris par des fois l'Occident, vu la propagande de guerre auquel vous devez faire face en Europe occidentale,
c'est la dénazification. Il a été rappelé que la junte de Kiev, qui est un ensemble d'intérêts convergents, oligarques, fils d'oligarques américains, je pense au fils de Biden et autres, et tant d'autres personnes qui pillent le pays, et toutes les bandes qu'on appelle bandéristes, que moi j'appelle néo-bandéristes, hein, comme on dit nazis et néo-nazis, on traduirait ça en France par fascistes, mais c'est entre fascistes et nazis, franchement c'est vraiment ça. C'est le but, puisque Poutine, dans sa déclaration où il indiquait qu'il allait automatiquement, excusez-moi, entrer en guerre, enfin qu'il allait entrer en guerre pour défendre le Donbass, il a bien précisé, nous n'oublions pas Odessa. Nous savons qui c'est qui a fait cela et nous allons les traduire en justice pour que la peur change de camp. Et c'est ce qui se passe, puisque la dénazification, c'est la poursuite de tous les responsables, petits ou grands, politiques ou militaires, qui ont participé aux crimes, aux massacres, aux viols et tout ce qui s'est passé, non seulement en Ukraine, mais en particulier dans le Donbass. Donc c'est ça la situation. Aujourd'hui, nous avons l'OTAN qui dit, enfin l'OTAN, les différents pays qui disent fournir des armes. Alors déjà, par les ports, ce ne sera pas possible parce qu'ils sont contrôlés. Il y a encore Odessa. Odessa, c'est 2-3 jours et c'est bon. Par la voie aérienne, je souhaite bonne chance aux pilotes européens, à moins qu'ils soient kamikazes. Par la voie terrestre, par Vlov, oui, c'est possible, merci les Polonais. Mais je rappelle que la Russie a des missiles de croisière aujourd'hui, ce qu'elle n'avait pas effectivement il y a quelques années. Et je souhaite aussi bonne chance. Certains, par exemple, c'est la Belgique qui a dit qu'elle allait fournir aussi du carburant. Le carburant, ça brûle. C'est tout ce que je voulais dire sur cette situation. Maintenant, la situation, c'est que la Russie sécurise le sud, ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire toute la côte de la mer d'Azov. Elle va, et c'est ce qu'elle est en train de faire, certainement ce week-end, certainement ce dimanche ou demain, Mariupol est libéré, c'est une évidence, c'est une ville stratégique, qui est d'ailleurs le cœur du bataillon Azov, pour lequel les bataillons donc de l'armée russe de Tchétchénie viennent en Ukraine. Kadyrov, donc le chef de la République de Tchétchénie, a indiqué armée ukrainienne, n'ayez pas peur, nous venons pas pour vous. Ne nous intéresse que le bataillon Azov. Petit message à bon entendeur. Et l'armée aujourd'hui, une fois qu'elle aura pris Mariupol, va remonter vers le nord pour sécuriser tout l'est du Dniepr, qui est en fait on va dire le fleuve qui divise l'Ukraine en deux. Je rappellerai que Kharkov en ce moment, les forces armées russes ont percé les lignes de défense qui étaient effectivement un peu résistantes, mais cette nuit, ils les ont percées. Aujourd'hui, ils sont en centre-ville. Il y a des combats aujourd'hui, en ce moment, à Kharkov. Donc, la ville va être libérée dans quelques temps. Donc, et Kiev est encerclée. Moi qui vous parle depuis le Kouban, à l'heure actuelle, c'est une région qui est frontière avec donc, la Crimée et la mer d'Azov, et en face, il y a Mariupol, pour simplifier. Donc, je vis cela d'une manière assez on va dire, proche. Voilà, ce n'est pas simplement à travers des cartes de télévision. Mais la situation, à l'heure d'aujourd'hui, il faut bien… Les Européens, je vais terminer là-dessus, les Européens n'ont pas compris une chose. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une guerre et que vous souhaitez effectivement la paix, vous acceptez l'erreur que vous avez faite auparavant, c'est-à-dire de refuser de discuter avec la Russie pour amoindrir évidemment la situation et trouver une solution. Mais que font les Européens? La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire suivre la voie américaine, c'est-à-dire les sanctions, les sanctions, les sanctions et encore les sanctions. Comme si les sanctions qui sont en fait du chantage allaient fonctionner avec les Russes. Ce n'est pas comprendre leur état d'esprit. Et ne pas comprendre l'histoire en elle-même, et surtout avoir une démonstration flagrante du mépris de cet état d'esprit néocolonial où on pense que qui n'est pas occidental, effectivement, est méprisable. Aujourd'hui, on est dans le retour de la réalité. Poutine a toute la classe politique, parce que même les opposants aujourd'hui sont sur la même ligne, la patience a assez duré, la diplomatie, jusque même à l'extrême, même encore aujourd'hui, vous avez une délégation russe dans la ville de Gomé, dans le sud de la Biélorussie, attendent une délégation ukrainienne. Zelensky a tout de suite dit qu'il ne viendrait pas, alors que c'est une main tendue à l'heure actuelle de la Russie en disant négocions pour éviter qu'il y ait plus de morts. Mais Zelensky, poussé par les Occidentaux qui leur promettent des Wunderwaffen,
leurs super armes, se prend à croire qu'il peut encore avoir et lutter contre la Russie. Je terminerai. Loukachenko, président de Biélorussie, a dit « Jusqu'à présent, cette guerre, ce sont des fleurs ». Les Européens n'ont pas compris ce qu'a dit Poutine en disant « Je mets en garde tous les pays qui voudraient interférer dans notre opération militaire ». Donc les livraisons d'armes qu'ils veulent faire, ok, faites-les. Mais s'il y a des morts parce que les bombardements tomberont au moment de livraison, ce sera votre problème, bien évidemment. Et je terminerai, qui est un peu je rebondis sur ce qu'a dit notre ami Gamal, c'est qu'on disait, oui, la Russie, vous n'avez rien à dire sur l'entrée de l'OTAN, que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Alors déjà, il y a beaucoup d'éléments, mais bon, parce que ça ne vous regarde pas. Mais la Russie disait, mais c'est une question de sécurité pour nous. Ça ne vous regarde pas. Aujourd'hui, il y a une opération militaire russe en Ukraine et vous avez la Pologne qui dit, ah, je ne me sens pas en sécurité. Mais ça ne les regarde pas non plus. Tout simplement, puisque le pays ne fait pas partie de l'OTAN. Ça ne les regarde pas. Donc, je vais conclure là-dessus, Bachir. On est dans une situation où vous avez le NATO-land autiste qui n'a pas écouté depuis des années, n'a pas écouté depuis des mois et des semaines en particulier les avertissements de la Russie. Ils ne les ont pas pris au sérieux. Pourtant, quand Poutine avait annoncé des nouvelles armes, il avait dit « Vous ne nous écoutiez pas jusqu'à présent, maintenant écoutez-nous ». Ils n'ont toujours pas écouté, ils n'ont pas entendu. Et aujourd'hui encore, alors que la possibilité pour l'Union européenne d'apaiser la situation était offerte, puisque les Russes sont toujours ouverts au dialogue pour des solutions diplomatiques concrètes, puisque la guerre n'est que le dernier moyen quand ils ne peuvent pas faire autrement. Aujourd'hui encore, ils refusent cette main tendue. Donc aujourd'hui, ça démontre bien que déjà l'OTAN, c'est les États-Unis. L'Union européenne ne mène aucune politique indépendante parce qu'elle n'en a aucune et elle n'en a aucun moyen. Et elle-même commence à mettre des sanctions qui, en fait, ce sont des sanctions contre elle-même. À court terme, ça va embêter effectivement la Russie dans 2 ou 3 domaines. Il y aurait beaucoup de choses à dire, et encore. Mais à moyen et long terme, l'Europe se fait harakiri, tout simplement. La Russie, elle peut se tourner vers l'Asie, le seul endroit au monde où il y a une croissance économique viable. Donc la situation est aujourd'hui que nous sommes dans la démonstration que l'Occident est autiste, que l'OTAN, c'est la guerre, et que lorsque aujourd'hui les Européens, effectivement, parlent de paix, c'est la guerre. En fait, c'est Big Brother 1984. Ils disent Poutine, c'est comme Hitler. J'ai entendu Glucksmann qui parlait ça, la jeune démocratie ukrainienne en danger. Ah oui, avec les néo-nazis qui sont aujourd'hui la colonne vertébrale de la junte. Voilà ce qu'ils appellent la jeune démocratie. Ces gens-là sont honteux, ces gens-là sont piteux. Et dans une autre situation, ces gens-là passeraient devant un tribunal populaire. Ces gens-là sont des criminels. L'OTAN, c'est la guerre. Et comme on dit dans le Donbass, comme on dit dans le monde russe, et comme je dis aujourd'hui, quelque chose que je vais répéter maintenant à chaque fois, c'est une paraphrase, et ceux qui ont une culture historique comprendront, America delenda est. C'est-à-dire America delenda est. Merci en tout cas, très cher Fabrice Béor. On va passer la parole à présent à Tariq Mami. Tariq Mami, que valent les sanctions de l'Occident contre Moscou? On sait que Vladimir Poutine et le ministre Sergei Lavrov ont été individuellement ciblés par ces sanctions. Que valent ces sanctions aujourd'hui? Tariq Mami, activez le micro s'il vous plaît. Oui, merci. Merci Bachir. Vous m'entendez là? Et là c'est très bon, c'est très bon. Voilà. Après la longue présentation donc, historique de Luc Michel, après les ajouts consécutifs, il est difficile de parler derrière, mais je rebondirai sur la dernière phrase de Fabrice, qui me va au cœur, à moi d'origine tunisienne ou d'origine tunisienne, puisque la phrase visait Carthago dans la bouche de Rome, et effectivement, Rome avait détruit Carthage à l'époque. Moi, je voudrais rajouter peut-être des points complémentaires, parce que tout a été dit ou presque avant d'arriver aux sanctions. En réalité, pour moi, la lecture reste gazière, pétrolière, géostratégique, OTAN et dollar. Je fais un petit papier, je l'ai titré « Quand on vous dit Ukraine, répondez gaz et dollar ». Et pourquoi ça? Parce qu'en réalité, pour les Américains, d'abord,
les Américains ont réussi à mettre sous contrôle toute l'Europe, et comme il a été dit un peu plus tôt, et la France est rentrée sous la direction de M. Sarkozy pour être sous contrôle américain. Quand vous avez un pays qui, lui, n'a pas de souveraineté, n'est pas libre de sa décision, que ce soit à l'intérieur de l'OTAN, que ce soit à l'intérieur de l'Union européenne, puisque dans l'Union européenne, toutes ces décisions doivent prendre à 27. Et donc, pour nous, les Français, il y a quelque chose de très malheureux aujourd'hui. Donc, celui qui a la bombe nucléaire, qui a une puissance nucléaire, qui a un siège au Conseil de sécurité, doit avoir l'aval de la Hongrie d'aujourd'hui, voire donc de la Roumanie ou de la Pologne, pour qu'une décision s'applique. Il y a quand même quelque chose de fou. Donc, on accepte d'être dominé et d'être le pion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en réalité, moi, je regarde ça sur le moyen terme. Je n'irai pas comme Luc Michel jusqu'à la longue histoire de la Russie, mais je regarde, moi, à partir de 2003, la guerre d'Irak, même un peu avant, donc le Kosovo, le bombardement américain et de l'OTAN, l'Irak, la Libye, la Syrie. Ce que les Américains ont fait est exactement, si je peux oser cette comparaison, c'est ce que la Russie fait aujourd'hui, avec une grande différence, c'est que la Russie a une histoire particulière avec ce pays, qui était le sien, a demandé depuis des années à trouver une solution, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des Américains qui vont casser l'Irak et qui vont casser la Libye. Pourquoi je dis Syrie? Parce que l'origine, je le rappelle aux téléspectateurs, de la guerre de Syrie, même si en Occident la thèse n'est pas reprise, c'est un problème de gazoduc. C'est quoi cette histoire de gazoduc? On a proposé au président syrien Bachar al-Assad un gazoduc qui viendrait de l'Iran pour aller en Europe, mais qui ne traverse pas la Turquie, mais il traverse la Méditerranée, et un deuxième gazoduc qui vient du Qatar, qui passe par la Turquie et qui va en Europe. Et le président Bachar a préféré le gazoduc iranien vers l'Europe. Et à partir de là, la guerre s'est ouverte. Parce qu'un gazoduc iranien, les Occidentaux ne veulent pas, parce que le tarif est fixé par l'Iran, en concertation avec la Russie déjà sur cette question, et donc ça fait une autonomie dans cette région. Alors que le gazoduc qui viendrait du Qatar, lui, donc, il passe par la Turquie, il est contrôlé par l'Europe, donc par les Américains, et c'est une manière de contrecarrer l'essor des gazoducs et de la production gazière et pétrolière russe. Donc, si on parle de ça en Russie, on vient aujourd'hui en Occident avec l'Ukraine, et nous retrouvons exactement la même chose avec le gazoduc Nord Stream 2, qui, lui, devait passer et passe, puisqu'il est construit mais pas mis en route, passe par la mer Baltique et donc n'est pas contrôlé par le territoire ukrainien. Et la relation serait directe et a été prévue par direct entre la Russie et l'Allemagne. Si ce gazoduc se met en place, qu'est-ce qui va se passer? Les Allemands vont être fournis par un gaz donc proche, à un coût moins cher, et donc l'économie allemande va encore devenir plus florissante qu'elle ne l'est. Ces achats ne se font pas payer en dollars, mais dans d'autres monnaies et dans le troc. Et donc, le dollar américain, par conséquent, va perdre encore de sa valeur. Je rappelle qu'il y a, qu'à la sortie donc dans les années 60-70, le dollar représentait 95-97% de la vente des échanges mondiaux et qu'aujourd'hui, il est à peine à 60. Donc, si ce gazoduc Nord Stream 2 était en place, c'est cette force de dollar qui va encore baisser, peut-être à 50, peut-être à moins de 49% du commerce mondial. Ça, c'est la première cause. La deuxième, et donc les Allemands, avec une économie plus forte, pourraient commencer à se poser la question, que font les 30 000 soldats américains, l'OTAN, sur leur territoire? Et peut-être que l'idée leur viendra pour dire aujourd'hui,
nous sommes en paix avec le principal ennemi entre guillemets, qui est la Russie. Donc, nous n'avons plus de besoin de protection ni d'OTAN ni de soldats américains. Vous pouvez commencer à repartir. Alors, les Américains refusent de repartir parce que c'est leur arme de colonisation, c'est cette armée. D'ailleurs, je rappelle que dans le cas de l'Irak, après l'assassinat du général iranien Soleimani, les autorités irakiennes, entre gouvernement et entre parlement, ont demandé à l'armée américaine de partir et l'armée américaine refuse de quitter l'Irak. Donc, cette situation aurait pu venir un jour en Allemagne. L'autre chose, en coupant ce gazoduc russe qui fournit du gaz moins cher, les Américains disent « Ah, il n'y a pas de problème pour la fourniture de gaz, nous allons vous vendre notre gaz de schiste, sauf qu'il coûte 3 fois plus cher. Mais ce n'est pas grave, c'est un gaz, j'allais dire entre guillemets, rigolez pas tous, chers collègues, c'est un gaz démocratique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le gaz américain qui est démocratique et vous avez le gaz russe qui est un gaz de dictateur. Alors, ce sont des notions qui tournent aujourd'hui, mais ce sont, comme on dit une belle émission de Arte en France, les dessous des cartes. Le drame aujourd'hui en France, en Occident en général et en France en particulier, c'est que les médias, la majorité des médias, tous les médias mainstream sont la propriété de 9 milliardaires qui ont des intérêts particuliers par rapport à l'intérêt général du pays et qui font que ces médias nous asphyxient. Heureusement pour nous, aujourd'hui, que contrairement à la guerre, à l'invasion de l'Irak, nous avons un peu plus de réseaux sociaux et un peu plus de sources d'informations, puisque un vrai journaliste aujourd'hui regarde les informations, j'allais dire, des deux adversaires, les Américains suppliés par les Français et les Russes. Et aujourd'hui, si Luc Michel est dans une situation particulière, mais si nous, en France, nous connaissons cette histoire de gazoduc, cette histoire d'Ukraine, cette histoire des accords de Minsk, cet engagement par les Américains de ne pas étendre l'OTAN dans les pays de l'Est. D'ailleurs, le journal allemand Der Spiegel a ressorti la semaine dernière les extraits de ces conversations. Roland Dumas, l'ancien ministre des Affaires étrangères français, a donné une longue interview à un site qui s'appelle Les Crises. Et l'IRIS, un centre de recherche français, vient de publier donc l'historique de l'engagement américain qui fait que l'OTAN ne se tendrait pas à droite. Et donc aujourd'hui, la difficulté des Russes, c'est que leur discours, en tout cas leur historique ou leur récit, n'est pas bien connu en Occident en général, en tout cas en dehors de quelques spécialistes que nous sommes, nous, ici, mais par la population en général, et que de l'autre côté, la propagande américaine est tellement forte, et effectivement, comme le dit M. Collin, le Belge, ces nouvelles guerres, on commence par faire de son adversaire non pas un homme, mais un diable. Et une fois qu'on l'a montré comme diable qui fait peur à tous, on peut commencer cette guerre, parce qu'aujourd'hui, la guerre se mène sur deux plans, beaucoup plus peut-être que même la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une guerre médiatique, il y a une guerre militaire, et des fois, c'est la guerre médiatique qui permet de gagner, non peut-être pas la guerre militaire, mais en tout cas, l'imaginaire collectif de la population mondiale. Je vous donne deux exemples. Le premier exemple, c'est quand l'armée irakienne donc, est rentrée au Koweït pour sensibiliser la population mondiale. La fille de l'ambassadeur du Koweït aux Nations Unies a été présentée comme une infirmière du Koweït pour dire que les soldats irakiens jeter les bébés par terre juste pour prendre donc les couveuses pour les amener en Irak. Et donc, ce que je veux dire par là, aujourd'hui, les Russes, militairement, ils ont ce qu'il faut pour résister. Économiquement, ils ont le marché asiatique et la alliance avec donc l'Iran. Donc, il y a de quoi faire. Il reste à savoir comment les Russes vont indiquer non pas leur propre propagande, mais donner leur explication. Et comment cette explication peut arriver en Occident, en Europe et surtout en France, pour que chaque citoyen, en définitive, puisse avoir les deux versions de l'histoire et décider qui, dans cette histoire, est l'agressé et l'agresseur. Un dernier mot,
Les Américains n'acceptent pas que les Russes ou l'Union soviétique installent des missiles à Cuba parce qu'ils y va de leur sécurité nationale. Oui. Mais aujourd'hui, ils trouvent normal qu'eux, ils aillent jusqu'en Ukraine et que les Russes crient la même chose qu'eux à Cuba. Pour terminer, aujourd'hui, le puissant veut toujours faire 2 poids, 2 mesures. En tunisien, je l'ai dit la semaine dernière, Sabachir, vous n'étiez pas là, on a une superbe expression. On dit ceci est halal pour moi, donc légal religieusement, et ceci est haram pour vous, donc illégal religieusement. Et donc pour la Russie, pour elle, c'est haram, et pour les Américains, c'est halal. Et j'en termine par le proverbe français, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Très bien. Merci, très cher Tarek Mani. Messieurs, avant d'ouvrir l'actu géopolitique, je voudrais donner 1 minute à chacun de vous, puisque nous ouvrirons l'actu géopolitique avec Samira. Et donc, 1 minute à chacun, messieurs, et c'est un tour très rapide. Je commencerai par Luc Michel. Luc, sommes-nous déjà dans la configuration d'une 3e guerre mondiale, comme le redoutent plusieurs observateurs? Non, et c'est là que je voudrais faire un bémol sur ce que Sébastien a dit. Oui. C'est la propagande américaine qui fait croire à la 3e guerre mondiale et que Poutine va attaquer l'OTAN. Mais les 2 adversaires sont bien conscients. L'OTAN n'interviendra pas en Ukraine contre la Russie. La Russie n'interviendra pas dans le territoire de l'OTAN. Les gens sérieux, il y en a aux États-Unis. La géopolitique, elle a été inventée en Allemagne comme aux États-Unis au 19e siècle. Eh bien, ils prévoient, notamment George Friedman, le patron de Stratford, il prévoit la 3e guerre mondiale entre 2050 et 2070. Avant ça, on va avoir des guerres par procuration. Le proxy des Américains et du bloc américain occidental, c'est l'Ukraine. Et je l'ai toujours dit, mais les Américains vont se battre jusqu'à la mort du dernier Ukrainien. Les domestiques des Américains comme Macron, les gens de Berlin, les Belges, les Américains eux-mêmes, ils parlent d'armer les Ukrainiens. Et Macron nous dit que la guerre doit et va durer, alors que ce ne sera pas le cas. C'est une leçon d'ailleurs pour tous les Africains. Compter sur les Occidentaux pour faire la guerre, c'est être laissé tomber comme un citron lorsqu'il est pressé. Qu'on se souvienne comme les Américains, après 20 ans, viennent de quitter l'Afghanistan en le remettant aux mains des talibans. C'est comme ça que ça se passe partout. Il n'y aura pas de 3e guerre mondiale. Ce que Poutine l'a dit, il va donner une fessée aux Ukrainiens. Il va démilitariser la junte de Kiev et il va dénazifier l'Ukraine. Il n'y aura pas de combat. Poutine ne vise aucun des pays de l'OTAN et aucun des pays de l'OTAN n'oserait intervenir en Ukraine contre la Russie. Très bien. Voilà la réalité. Arrêtons d'écouter les sirènes de la propagande occidentale. Je vais terminer sur une chose. Hier, il y avait un débat qui avait lieu sur France 24. On a pris une Ukrainienne et malheureusement pour les journalistes qui étaient présents sur le plateau, on lui a dit « Vous avez peur ?» Elle a dit « Qu'est-ce que vous attendez ?» Moi et ma famille, nous attendons que l'armée russe vienne nous libérer. Ça a été la panique sur le plateau. Le deuxième fait, ça sera ma chute, ce sont les officiels chinois. Ils diffusent en anglais et en russe un visuel sur lequel ils rappellent que la menace mondiale, ce n'est pas la Russie, mais les États-Unis. Ce visuel que je vous ai fourni, Bachir, il précise tous les bombardements de capitales mondiales par les Américains depuis 60 ans. Elles sont des dizaines, à commencer par la première capitale européenne bombardée depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui n'est pas Kiev, comme le disent les médias de l'OTAN aujourd'hui, mais qui était Belgrade en 1999. Merci Luc Michel. Je rappelle qu'on a juste quelques petits soucis pour l'affichage du visuel, mais rassurez-vous, on l'a bien reçu. Sébastien Perimoni, alors maintenant que Zelensky refuse de rencontrer Vladimir Poutine en Biélorussie, est-ce qu'il espère plutôt ou souhaite-t-il une intervention militaire de l'OTAN contre la Russie en 1 minute? En 1 minute, déjà, je répondrai à ce qu'a dit Luc. En effet, dire qu'on n'est pas dans une guerre mondiale aujourd'hui, mais qu'il y aura une guerre mondiale dans 30 ou 40 ans, c'est pour moi exactement la même chose, puisque c'est la volonté affichée des réseaux anglo-américains, et en particulier du MI6 britannique, qui vient d'attaquer explicitement l'accord du 4 février qui a été signé entre la Chine et la Russie.
Et la Chine et la Russie, dans ce document qui est extrêmement important, explicitent ouvertement qu'aujourd'hui, la Troisième Guerre mondiale, elle ne sera peut-être pas nucléaire ou brutale ou explosive au sens où on peut l'entendre, mais la Troisième Guerre nucléaire, c'est juste la Troisième Guerre mondiale, d'un point de vue anglo-américain et en particulier d'un point de vue anglais, c'est d'empêcher le progrès et le développement de l'humanité. Et ça, c'est très important à comprendre, parce que tant qu'il y a cette guerre froide, ces provocations de l'OTAN, ces déstabilisations sur le continent africain, en Amérique latine, on n'est pas en train d'avoir un monde qui se développe. Et ça, c'est la stratégie réelle de l'empire anglo-américain. Ça, c'est une forme de Troisième Guerre mondiale, et elle pourra peut-être dégénérer dans 30 ou 40 ans, enfin, elle est toujours déjà présente. Après, pour ce qui est de la demande de Zelensky de faire intervenir l'OTAN, je ne crois pas. Il y a une très belle image, un cartoon, un dessin animé qui circule sur Internet où on voit l'OTAN qui pousse Zelensky et Biden qui pousse Zelensky à provoquer l'ours russe. Et quand l'ours arrive, ils se barrent tous en courant. Je crois qu'on en est à peu près là. Ça a été dit, les sanctions sont une forme de faiblesse et de lâcheté parce qu'elles seront inefficaces. Et aujourd'hui, après, encore une fois, plein d'exemples ont été cités. Les États-Unis sont arrivés dans un pays, ont donné 2,5 milliards d'armement, ont fait de la provocation, créé le chaos géopolitique. Et après, une fois que le chaos est installé, ils iront dans un autre pays. Là, ils vont se lancer sur Taïwan, peut-être, ou réattaquer, peut-être déstabiliser l'Iran. Donc voilà, la logique de l'Empire britannique, du MI5, de l'Empire anglo-américain, c'est le chaos permanent. Et de ce point de vue-là, on est dans une troisième guerre mondiale parce qu'il ne faut jamais oublier que pendant que cette géopolitique continue, c'est des dizaines de millions, des centaines de millions de gens, 15 millions en Afghanistan qui sont en train de mourir de faim à cause de cette géopolitique voulue, organisée et qui, pour moi, est d'ores et déjà une troisième guerre mondiale. Troisième guerre mondiale, nous dit Sébastien Périmoni. Gamal Abina, Gamal, au-delà des moyens militaires et de l'arme nucléaire brandie par Vladimir Poutine, dispose-t-il d'autres moyens de dissuasion face à la puissance de feu aussi de l'OTAN, face à la puissance, pourquoi pas, économique de l'OTAN, l'OTAN qui a quand même, qui s'est permis de prendre des sanctions économiques sur Poutine? Sanctions économiques ridicules qui n'auront aucune portée. L'OTAN, en prenant les sanctions, se fait une sanction à elle-même. Quand vous coupez le gaz, quand vous coupez les intrants pour pouvoir faire de l'agriculture, par exemple, les Français commencent à paniquer pour ça. Quand le blé ukrainien est stoppé, eh bien, comme l'Ukraine est le grenier à blé de l'Europe, comme toutes ces sanctions vont dans les deux sens. On n'a pas affaire à un pays comme l'Irak ou la Libye qui était monoproducteur de richesses, pétrole-gaz. On a affaire à un pays qui est industriel, un pays qui a des industries lourdes, légères, qui a des capacités offensives considérables sur le plan économique, évidemment, sur le plan militaire, on l'a compris. Et puis, il faut rappeler une chose essentielle, à mon sens, parce que les gens ont tendance à oublier ça. Je ne crois pas en la Troisième Guerre mondiale parce que les Américains, qui sont sans doute des va-t-en-guerre, ça on n'imagine pas une seconde autrement. Les Américains savent parfaitement ce que veut dire le mot avant-garde aujourd'hui. C'est le dernier missile russe qui n'est pas balistique, c'est une nouvelle technologie qui va de 6 000 à 30 000 km/h et qui frapperait les États-Unis en moins d'une heure. Donc, en vérité, les États-Unis n'ont aucun intérêt à une confrontation directe parce qu'ils savent très bien qu'ils seraient atomisés et Poutine a fait un discours très clair là-dessus. Par contre, effectivement, les sanctions européennes, c'est le signe évident de la part de la lâcheté de ces Européens, parce qu'il ne faut pas de lâcheté, qui étaient très va-t-en-guerre avant l'invasion et qui aujourd'hui ne sont plus tout va-t-en-guerre, évident d'un lâchage de cette petite direction politique ukrainienne qui les a pris au sérieux. Aujourd'hui, ils les ont lâchés, ils font semblant de faire des sanctions qui ne seront pas appliquées. Par exemple, ils viennent de sanctionner quelques banques russes avec le réseau SWIFT, mais ça ne va pas bien loin. Et surtout, les Russes ont une alternative. Quand Poutine s'engage, il a l'alternative chinoise. Il a une alliance considérable en Asie. Et l'alternative chinoise, russe, effectivement, iranienne, de quelques pays du Golfe, de quelques pays, de toute la région. La Russie, c'est un continent, ce n'est pas un petit pays, c'est un continent qui quasiment peut s'autosuffire. Chaque fois qu'ils ont sanctionné la Russie a produit ce qu'elle ne recevait plus en matière de richesse, en matière de production agricole, en matière d'industrie. C'est-à-dire que les Russes ont une capacité de création de richesse qui est considérable et ça va stimuler leur économie. Donc je ne crois pas une seconde aux sanctions. Par contre, je constate que les sanctions sont les signes, évidemment, d'un lâchage de l'Ukraine et de toute façon, cette espèce de jeu de va-t-en-guerre, et c'est bien que Luc Michel l'ait rappelé, la première agression en Europe s'est faite après la Seconde Guerre mondiale, c'était effectivement contre Belgrade. C'était les guerres du Kosovo, la guerre de Bosnie, la destruction de la Yougoslavie. Et il faut rappeler, c'est important de le rappeler, que à cette époque-là, les Américains ne se posaient pas de problème pour attaquer facilement un territoire européen et que finalement, ils ont été stoppés.
aujourd'hui en Russie, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de Russie. La différence, elle est là. Le rideau de fer est retombé et je pense que ce sera peut-être une chose positive pour le monde. Également, vous avez votre minute et on s'interroge, est-ce que la Russie était suffisamment préparée à cette guerre, Fabrice Béor? Est-ce que la Russie était préparée à cette guerre? Oui. La Russie, depuis des années, vous avez remarqué que les nouveaux missiles aujourd'hui dont se dote l'armée russe, ça ne se fait pas, ça ne se développe pas en 6 mois. Vous avez bien compris que c'est un développement depuis des années par précaution, évidemment. Et aujourd'hui, cette précaution qui avait été mise on va dire en branle dans la modernisation de l'armée russe démontre toute sa logique et toutes les capacités qu'il fallait que la Russie a. Donc non, la Russie est bien préparée, comme l'a rappelé Poutine. En 1941, nous avions cru que en temporisant à chaque fois, on pourrait éviter la catastrophe. Mais on n'a pas évité la catastrophe. Et aujourd'hui, Poutine a dit, il est impossible pour nous, ne croyez pas que nous allons reproduire cette erreur. Nous n'allons pas la reproduire. Nous ne laisserons pas aujourd'hui des forces en Ukraine se développer et qui seront un danger pour nous dans quelques années. Donc nous allons les détruire tout de suite. C'est le discours et c'est l'origine de l'intervention russe en Ukraine. Donc oui, la Russie est préparée et oui, les pays occidentaux et le NATO-land, on va dire aujourd'hui, comme l'a indiqué Gamal, aujourd'hui, derrière leurs grandes déclarations, restent bien derrière leurs frontières, bien qu'ils déploient quelques centaines d'hommes ici ou là. Mais en réalité, ils n'iront pas évidemment se battre. Et pour reprendre évidemment ce que disait Luc Michel, le NATO-land, les Américains se battront pour l'Ukraine jusqu'à la dernière goutte de sang du soldat ukrainien. C'est ça leur tactique. C'est ça leur salle politique. Je rajouterais que les Russes sont évidemment préparés à cette guerre. Et il y a quelques années, lorsque les UCROPS sur Facebook, lorsque je n'étais pas censuré, puisqu'actuellement je ne peux pas publier, sur Facebook sont, on va dire, échangés de doux mots avec moi, évidemment, où j'étais menacé de mort, les choses sympathiques, des argumentations, un débat démocratique, comprenez. Je leur disais, mais bientôt, dans le futur, on prendra un café à Kiev. Alors, à Kiev, je ne sais pas, mais à Mariupol, certainement. Et pour les UCROPS qui nous regardent et le Quai d'Orsay, bonjour le Quai d'Orsay, bonjour Monsieur Le Drian, vous devez savoir que oui, à Mariupol, on prendra bien le café et vous n'empêcherez pas la Russie, effectivement, venir faire ce qu'elle doit faire, ce que vous avez soutenu, c'est-à-dire détruire des forces dont l'idéologie même est la haine russophobe. L'OTAN est capable de tout, d'utiliser. Vous savez, et je terminerai là-dessus, vous avez les méchants islamistes et les gentils islamistes comme en Syrie. Et bien là, c'est pareil. Vous avez les méchants nazis en Europe occidentale et encore, et vous avez les gentils nazis à ce moment-là en Ukraine. Cette politique occidentale aujourd'hui, effectivement, est très. Vous avez remarqué, c'est une position morale. Malheureusement, l'Occident, parce que la Russie l'a toujours compris, mais elle n'a jamais voulu toujours le retarder. Je termine, Bachir. L'Occident ne comprend. Et j'espère qu'elle comprendra seulement lorsque le pistolet est sorti de son étui. Aujourd'hui, il est sorti et la Russie ne le remettra dans son étui lorsqu'elle aura fini son opération, c'est de détruire totalement l'outil qu'a financé l'OTAN, l'outil militaire dont l'objectif a toujours été l'extermination des populations du Donbass, puisque, comme le rappelle Zelensky et tous les autres hommes politiques de la junte de Kiev, les Russes sont des sous-hommes puisque ce sont des russo-mongols. Le discours tout à fait nazifiant, mais là, ça ne gêne pas BHL, ça ne gêne pas Tenzer, ça ne gêne pas Glucksmann, ça ne gêne pas tous ces gens-là. Ces gens-là sont des ordures. L'OTAN, c'est la guerre et America Delinda Est. Merci Fabrice Béor. Et dernier, et pas des moindres, c'est bien sûr Tariq Mani. Tariq Mani, on va essayer de le faire en 1 minute vraiment cette fois-ci. Est-ce que nous sommes déjà dans ce qui pourrait aboutir à un nouvel ordre mondial? Je n'aime pas bien cette expression parce qu'elle n'est pas de moi, mais bon, je suis obligé de l'utiliser. Est-ce que nous sommes dans cette configuration? Oui, pour moi, oui, parce qu'en 1 minute, on peut dire beaucoup de choses.
et pas beaucoup d'idées, mais pas beaucoup de choses. J'ai commencé mon intervention en vous saluant, en disant, aujourd'hui, nous posons la question, est-ce qu'on va passer du monde unipolaire au monde multipolaire? En fait, la réponse est non seulement oui, mais le constat est en train de se faire, parce qu'il suffit de prendre une carte du monde pour voir les soutiens de l'OTAN, pour faire simple, et les soutiens de la Russie ou la neutralité, et vous allez voir que sur la carte, en gros, l'Amérique du Nord et l'Europe est plutôt pour, l'Asie est plutôt neutre, et le reste du monde n'a même pas de position sur cette question. Et ultime chose, moi je commence à être agacé quand on nous parle de guerre mondiale. Peut-être que la troisième le sera, mais en tout cas pour moi, la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale n'ont pas été des guerres mondiales. Ce sont des guerres européennes avec les Américains anciens européens qui interviennent, parce que je dis toujours, un citoyen de Swaziland, un citoyen de Pérou, un citoyen de l'Iran, un citoyen de l'Inde, qu'ont-ils à voir avec ces guerres dites mondiales, ou alors le monde serait juste l'Europe, l'Amérique et l'Allemagne, et puis la Russie qui s'est défendue. Donc cette expression de communauté internationale et de guerre mondiale, moi, ça commence à m'énerver. Et chaque fois que je suis sur un plateau et que quelqu'un ne me dit pas guerre mondiale, je dis, monsieur, quand les Allemands et les Français se font la guerre, que en conséquence, les Russes rentrent dans la guerre et les Américains rentrent dans la guerre, ça reste entre l'Amérique du Nord, l'Europe et une partie de l'Asie. Le monde, il est où pour qu'on nous parle de guerre mondiale? Cher Tariq Mami, messieurs et dames, cette fois-ci, une courte transition et on va retrouver l'actu géopolitique. Bon retour, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Afrique Média, la télévision panafricaine et c'est géopolitique internationale. Enfin, on va donc donner la parole à notre chère Samira Ben-Turki. Samira, je vous passe la parole avec cette déclaration du président Bachar al-Assad, le président syrien, qui dit, et je le cite, « L'opération militaire russe en Ukraine est une correction de l'histoire ». Le micro, Samira, je crois qu'il n'est pas activé. Ah oui, effectivement. Voilà. Oui, je pense qu'il est important de remonter un peu plus loin dans l'histoire. Et je pense que si les peuples étaient endormis et restaient imperturbables ou suivaient de manière imperturbable les conflits internationaux, pardon ? Oui, ou suivait imperturbable donc les conflits internationaux, ou du moins en se fiant à la version qui ont été données par les médias mainstream occidentaux. Ils ont eu le temps depuis ces dernières années d'entendre un autre son de cloche et de comprendre qu'ils sont confrontés à une campagne propagandiste qui vise, comme d'habitude, à toujours diaboliser l'autre à partir du moment où il ne sert pas ses intérêts ou est tout simplement en désaccord avec lui. Ceci est valable au niveau national aussi bien qu'international. Ça peut viser aussi bien quelqu'un du monde médical que quelqu'un du monde politique. Et de prendre aujourd'hui position pour l'Ukraine contre la Russie et en faire un tableau caricatural sans réfléchir de manière indépendante serait bien naïf. Et bien crédule est celui qui pense qu'il existe l'axe du bien, qui est toujours occidental, contre l'axe du mal, qui est toujours donc l'autre, et qui n'accepte pas donc la perspective occidentale du monde. Et comme l'a si bien souligné Tariq Mami, ils font toujours en sorte de donner un point de vue qu'ils considèrent comme étant mondial. Or, c'est un point de vue qui est européen, qui est occidental. Ça me rappelle un peu l'histoire de la découverte des continents qui n'étaient pas connus des Européens comme le continent américain ou comme le continent australien, et qui considèrent qu'à partir du moment où ils sont inconnus au monde occidental, ils sont forcément
ils font forcément partie d'un monde, d'un nouveau monde qui vient seulement d'être découvert par l'humanité. Donc, le monde a toujours été considéré comme étant basé sur l'expansion des Européens et plus précisément sur l'expansion des Européens de l'Ouest. Voilà. Donc, en ce qui concerne donc, ce qui est en train de se passer de se dérouler depuis quelques jours, c'est bien plus complexe que donc, un axe du bien contre un axe du mal. Bien que d'un point de vue donc, historique, l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique et que finalement la Russie ne fait peut-être que récupérer un territoire qui lui appartenait. Hein. Ça fait peut-être partie de ses projets. Moi, je n'en sais rien. C'est l'avenir qui nous le dira. En outre, la Russie défend certaines valeurs, dont celles qui sont religieuses, et c'est un bouleversement théâtral, car par le passé, c'était le bloc occidental qui, soi-disant, défendait le religieux contre le communisme et contre le marxisme, contre tout ce qui représentait tout ce qui n'était pas considéré comme étant valable par l'Union, on va dire, soviétique. Et pour moi, il y a un point qui est extrêmement important et sur lequel les médias ne se concentrent pas suffisamment, c'est que lorsque le président Poutine prend la parole, c'est également pour défendre certaines valeurs religieuses, qu'elles soient chrétiennes ou qu'elles soient autres, c'est-à-dire tout en respectant les droits des minorités ou même de la majorité. Et ça, c'est quelque chose qui m'a assez frappée et qui, quelque part, me fait me poser un certain nombre de questions par rapport, en faisant en fait une comparaison entre l'Amérique précolombienne, qui avait été donc soi-disant découverte en 1492 et dont on avait projeté une image qui était païenne, qui était anti-religieuse, qui était anti-humaine et qui peut-être nous permettrait de comprendre en mettant les choses à leur place qu'il y a une véritable propagande de guerre qui s'est déroulée à l'époque au XVe siècle et au XVIe, enfin depuis le XVe siècle par rapport aux populations d'Amérique, qui est en train de se dérouler depuis donc un certain nombre d'années en ce qui concerne toutes les autres populations qui ne sont pas européennes, qui ne sont pas occidentales. Donc peut-être que la reconstitution du bloc de l'Est, des pays, et lorsque je dis du bloc de l'Est, ce n'est pas uniquement l'Union soviétique ou la Russie, mais c'est également la Chine, c'est également l'Iran, la Turquie qui serait peut-être un contre-pouvoir bénéfique pour le monde entier. Et là, lorsque je dis le monde entier, c'est vraiment le globe terrestre dans toute son entièreté. Donc, cette reconstitution et ce contre-pouvoir aidera peut-être à prévenir des velléités belliqueuses des Occidentaux qui se déplacent à travers le monde depuis déjà plusieurs siècles, tels des Gog et Magog, détruisant tout sur leur passage, et en particulier les pays arabes. Après la destruction des Indes, les Indes faisant référence bien entendu aux Amériques, et soit dit en passant, il devrait également se constituer un bloc du Sud, comprenant les pays africains, afin de protéger ce continent du pillage qui a cours depuis la fin de l'Empire du Mali, plus précisément. Puis à partir de 1830, avec l'invasion de l'Afrique du Nord, qui a laissé plusieurs millions de morts rien qu'en Algérie. On a tendance d'ailleurs à toujours souligner le fait qu'en Algérie, il y a eu 1,5 million de martyrs. Ces 1,5 million de martyrs ont eu lieu lors de la guerre d'indépendance, et encore, c'est plutôt 2,5 millions, d'après un certain nombre de chiffres. En 1830, lorsque la France a pris possession du territoire algérien, elle a fait plusieurs millions de morts dès les 10 premières années. Donc là, il est important de revenir à l'histoire non seulement de l'Europe, mais l'histoire des autres continents pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer en termes de manipulation de l'histoire à travers cette propagande de guerre qui légitime les actions des uns tout en pointant celles des autres. Mais finalement, personne n'est dupe aujourd'hui, car avec les réseaux sociaux, avec l'accès à d'autres
d'autres informations de l'adversaire, quel qu'il soit, on a un autre son de cloche. Et donc les populations, quelque part, ont accès à une véritable version de l'histoire, peut-être en temps réel, et ils vont finir par rejeter toutes ces attitudes menaçantes et néocolonialistes qui s'appuient maintenant sur les médias mainstream, qui sont entre les mains d'une oligarchie qui n'a aucun respect ni pour l'humain, que ce soit dans les pays de l'ouest de l'Europe ou ailleurs dans le monde. Très bien. Merci à Samira Benturki pour cette brillante intervention. Et pour rester dans la même thématique, et cette fois-ci avec Gamal Abina. Gamal, parlez-nous de ces pays qui soutiennent la Russie. Alors, on a vu Bachar al-Assad, le président syrien, déclarer tout simplement que cette opération est une correction de l'histoire. Pendant ce temps, l'Iranien Ebrahim Raisi, lui, il estime tout simplement que l'expansion de l'OTAN est une menace grave pour la stabilité et la sécurité des pays indépendants des différentes régions. Plus loin, il y a le Vénézuélien Nicolas Maduro qui a tout simplement déclaré que le Venezuela est avec Poutine et il est avec la Russie. Alors, parlez-nous de ces pays. Pourquoi ce soutien? Alors d'abord, vous venez d'énumérer un certain nombre de pays qui sont des pays qui ont été agressés ou qui sont sous embargo ou qui sont sous la menace américaine. Donc ces pays-là ont l'intelligence de parier sur la reconstitution du bloc de l'Est que que je me suis autorisé à appeler Russie-Chine, donc la fusion entre la Russie et la Chine. Ces deux nouveaux acteurs qui ont enfin émergé, qui se positionnent politiquement, alors que ce n'était pas le cas pendant près de 30 ans, sont des acteurs qui comptent pour les pays du Sud et pour les pays en danger. Donc là, quand on parle de ces trois pays, bien évidemment, ils soutiennent la Russie, d'abord parce que c'est un allié traditionnel, et ensuite parce qu'ils sont tous, Cuba aussi soutiendrait la Russie, sous la menace états-unienne. Ça, c'est une première chose. Ensuite, c'est vrai que le monde, on a tendance à réduire. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Tarek Mami tout à l'heure concernant la guerre mondiale. La Première Guerre mondiale est une guerre européenne, il n'y a aucun problème. La Seconde Guerre mondiale est bien une guerre mondiale dans la mesure où les théâtres d'opérations militaires ne se vendent pas à l'Europe. On a toute l'Europe, évidemment, qui est fait à 60 millions de morts quand même. Mais on a aussi et surtout l'Afrique du Nord qui est en guerre aussi, puisqu'elle est sous le contrôle Elle était française. Français. Oui, mais c'est l'Afrique du Nord quand même. Elle était colonisée. Cher Gamal, vous le savez très bien. Si elle n'était pas colonisée par la France, il n'y aurait peut-être pas eu de guerre en Afrique du Nord. Alors, c'est faux parce que, là, je suis désolé de vous contester là-dessus, parce que les Allemands ont parié aussi, même s'ils avaient fait une mauvaise alliance avec l'Italie de Mussolini, qui faisait aussi la guerre en Afrique, rappelons-le quand même, les Allemands ont parié avec une alliance avec Mussolini qui a conduit à ne pas pouvoir s'allier réellement avec les Arabes. Mais les Allemands ont bien fait une alliance avec, par exemple, les Irakiens, il ne faut pas oublier. Ils ont aidé les Irakiens à se soulever contre l'Angleterre. Donc il y a bien une guerre mondiale, on la voit en Asie, évidemment, avec toute l'Asie qui est prise en tenaille avec le Japon, la Chine, bref, si ce n'est pas le monde qui est en guerre, le seul endroit au monde où il n'y a pas la guerre, c'est l'Australie et l'Amérique du Sud. Donc tous les autres pays sont engagés dans cette guerre. Donc c'est pas mondial. Si, c'est mondial. À partir du moment où tous les pays qui sont engagés, c'est mondial. Mais pour faire simple, ça c'est pas grave, c'est la sémantique historique. Pour revenir à nos moutons, par rapport à ces questions-là, le monde, et là où c'est intéressant, le monde ne se borne pas évidemment à des pays alliés aux Russes ou qui ont intérêt à l'être, et l'Occident. Le monde est beaucoup plus vaste que ça, et j'ai envie de dire que toute l'Afrique, en dépit de ce qui a été dit récemment par l'Union africaine, qui est finalement une forme de condamnation en demi-teinte, toute l'Afrique est derrière la Russie en totalité. Le seul pays qui m'a surpris d'ailleurs, c'est l'Afrique du Sud, qui est un petit peu véhément. Mais tout le reste est derrière la Russie. Toute l'Asie, je dis bien toute l'Asie, est derrière la Russie. C'est quand même, c'est pas peu de le dire, 4 milliards d'habitants sur Terre. C'est pas rien. Donc le soutien, évidemment, n'est pas aussi évident parce qu'il y a une guerre et qu'on n'aime pas les guerres en règle générale. Mais on a bien compris que l'enjeu géostratégique et géoéconomique, il y a deux affrontements dans la bataille. Géostratégiquement, eh bien, les Russes montrent qu'ils arrêtent la progression de l'OTAN et qu'ils arrêtent cette arrogance américaine. Et puis géoéconomiquement, j'ai envie de dire que les Algériens, pour ne prendre l'exemple que de ceux que je connais plus, applaudissent des deux mains le fait qu'effectivement, le baril de pétrole a explosé, dépassant les $100 et que le gaz était multiplié par 10 quasiment. Donc tout cela a un intérêt pour ces pays. L'Algérie, par exemple, soutient la Russie aussi. Mais au-delà des alliés traditionnels, beaucoup de personnes observent avec beaucoup d'attention la fin du règne et de l'hégémonie américaine, la fin de la Pax Americana par les bombes et la fin de cette espèce d'arrogance pseudo-démocratique qui a conduit, je le rappelle aussi encore une fois, à ce qu'on assassine à peu près 5 millions de personnes au Moyen-Orient en 30 ans. C'est cela qu'on regarde. Et puis je voudrais dire une chose très importante qui n'est pas anodine quand même. On est dans l'époque des réseaux sociaux et des caméras que tout le monde porte sur soi. Étrangement, en Ukraine, on se rend bien compte que les massacres de masse n'existent pas. Il n'y a pas de bombardement massif de villes, il n'y a pas de population
il y a 100 000 personnes qui ont fui par peur, c'est vrai, mais il n'y a pas de destruction massive. À part les zones stratégiques et militaires, les Russes ont bien pris soin de ne pas s'aliéner la population parce qu'ils ont compris, contrairement aux nazis lorsqu'ils sont rentrés à l'Est, ils ont compris effectivement qu'il ne fallait surtout pas faire en sorte que les Ukrainiens résistent ou soient considérés comme des ennemis. Et il y a une tradition, évidemment, c'est parce que la moitié de l'Ukraine, quand même, est russe. Donc ça, c'est une chose qu'il faut rappeler. Donc j'ai envie de dire qu'au-delà des pays que vous aviez nommés, qui ont un intérêt à être avec le soutien des Russes traditionnels parce qu'ils sont aussi en danger et qui voient bien que le danger va être relevé bientôt, surtout, c'est que le reste du monde est plutôt favorable à la position russe. Pourquoi? Parce que, et c'est là où on revient aux racines du mal, les accords de Minsk, qui sont les accords fondamentaux et qui ont été une fois de plus trahis par l'Occident, ces accords de Minsk ont existé et garantissaient pendant 8 ans, et les Russes ont été patients, qu'il n'y ait pas de massacre dans le Donbass, et les massacres ont eu lieu. Étrangement, ces massacres ne sont pas documentés. Donc il faut se rappeler, moi je ne suis pas un pro-russe obsessionnel, mais je suis objectif. Quand les Russes ont eu autant de patience et qu'ils sont arrivés à ça, c'est que vraiment en face, on se moquait d'eux. Donc oui, il y a un soutien de ces pays-là, mais il va bien au-delà de ces simples pays. Pour cette claire réponse, Gamal Abina. Et pour refermer la partie ukrainienne, on va donner la parole à Fabrice Béor. Nous y allons, Fabrice. Et la question, elle nous vient d'un téléspectateur. Il nous dit, pourquoi la France n'intervient-elle pas en Ukraine face à la Russie? Premier point, la Russie est une puissance nucléaire également. Donc déjà, respect. Deuxième point, aucun pays, et la France non plus, ne va mourir pour l'Ukraine. C'est une position où ils poussent, comme toujours, comme ça a été dit, ils poussent les Ukrainiens, ils poussent les idiots utiles, ils poussent leur fer de lance de ces bataillons nazillons, et néo-nazis. Ils les poussent évidemment dans la confrontation avec la Russie, mais jamais eux, évidemment. Et puis, avec quels moyens l'armée française pourrait intervenir si on ne parle même pas d'armes nucléaires? Aujourd'hui, l'armée française, on le sait très bien, lorsqu'elle est même intervenue dans l'agression, la destruction, la Jameria, au bout de 3 jours, c'est les Américains qui fournissaient les bombes puisqu'ils en avaient déjà plus. Donc la France a encore des forces armées qui sont capables, mais qui sont capables de faire une guerre sur 3-4 jours, pas plus que ça. Donc non, pour ces raisons-là. Et l'autre raison, c'est je vais tout simplement, comment dire ça, c'est Macron en fait, vous savez, c'est du cinéma. Lorsque j'ai entendu Macron faire un discours en tant que le président donc de l'Union européenne, la présidence tournante de l'Union européenne, le discours qu'il a dit, il ne parlait pas de la Russie, mais il parlait évidemment de la situation actuelle, était très correct. Il parlait même de souveraineté technologique européenne, de défense européenne. Mais la souveraineté technologique européenne, c'est lui qui vend Alstom aux Américains. La défense européenne, c'est lui qui, en fait, est à la tête de pont même de l'OTAN. Il essaye d'être encore plus pro-américain que le sont les Allemands qui sont les plus alignés, en réalité, dans l'Union européenne. Donc, pourquoi la France n'attaque pas la Russie? Parce que, un, elle n'en a pas les moyens. Deux, en face, donc, elle n'a pas les moyens, et en face, la Russie, elle, a les moyens, et que on va dire, comment on pourrait appeler ça, la classe dirigeante française n'est absolument pas du même niveau que la classe dirigeante en Russie. Absolument pas. Je ne dis pas ça parce que, évidemment, je suis en défense de la Russie, je ne m'en cache pas, mais factuellement, ce n'est pas exactement la même qualité humaine qu'on a en face. Poutine, ce n'est pas Macron d'un point de vue de caractère, c'est bien évident, au-delà même des positions de chacun. Je dis simplement, pour répondre à cet auditeur, heureusement que la France ne va pas se battre, ne fasse pas la même erreur qu'a fait Napoléon III avec la guerre de Crimée, où ce sont surtout les Français, comme toujours, se sont plus battus que les Anglais, entre parenthèses. Heureusement qu'ils ne le font pas. Donc c'est une posture, et je ne suis pas sûr. Alors les hauts dirigeants, les hauts officiers d'état-major qui sont des hyper-carriéristes et atlantistes, ceux-là, je n'ai absolument rien à attendre d'eux. Mais je ne pense pas que dans l'armée française, on a envie de se battre contre la Russie, parce que lorsque vous avez des rencontres jusqu'à présent aériennes entre les avions, ou même la marine d'ailleurs, russe et française, ça reste dans le cadre et très respectueux. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, en général, quand on rencontre les Américains et les Anglais. Donc, on est dans une situation où il fait bien et il est heureux que les Français n'aillent pas se battre en Ukraine. Maintenant, comme tous les pays européens, ils disent qu'ils vont faire des livraisons d'armes. Donc, ils vont essayer de faire leur livraison d'armes, c'est très bien, pour faire perdurer la guerre.
Mais ça, comme l'a dit Poutine, ça ne se passera pas comme ils l'entendent. Et vous savez bien que les Russes ont la mémoire très longue et savent, on va dire, régler les comptes ultérieurement. Je rappellerai que tout ce qui s'est passé, personne ne l'a vu, mais à la télévision russe, et je vais terminer là-dessus, à la télévision russe, qui explique la situation, bien évidemment, en Ukraine, qui reprend les arguments traduits de CNN, de Macron, de Biden. Toutes les déclarations sont mises sur la table. Qu'ont montré les médias russes? Ils ont montré les documents compilés par la justice russe sur tous les crimes commis sur les populations, que ce soit Odessa et évidemment énormément dans le Donbass. Les dossiers sont énormes et croyez bien que, je rappellerai, il y a deux éléments: démilitarisation de l'Ukraine et dénazification. Donc, les comptes vont être rendus. Maintenant, on est dans une position où la France, effectivement, n'a pas intérêt, comme tous les autres pays, à intervenir, et ils n'y interviendront pas directement. Ils le feront avec le sang des soldats ukrainiens. Pour la simple et bonne raison, c'est que lorsque la guerre s'arrêtera, lorsque on sera toujours dans l'affrontement évidemment diplomatique, on sera monté d'un cran, puisqu'on passe aujourd'hui à un autre stade géopolitique mondial. Simplement, ils devront, si les médias pourront se permettre encore de pouvoir donner la parole à l'autre camp, ils devront justifier à ce moment-là leur soutien à une junte que la Russie va démontrer tous ses crimes. Je terminerai là-dessus, Bachir. J'ai été interdit sur Facebook parce que j'ai montré des images des populations civiles en 2014 qui avaient été tuées et bombardées, dont énormément de femmes et d'enfants, des images de charniers. Tout cela parce que Facebook dit que c'est un appel à la haine. C'est comme si en 1944-45, on vous interdisait, s'il y avait des réseaux sociaux, de montrer les photos des camps de concentration, puisque ce serait faire appel à la haine. Voilà la situation dans laquelle on est. Donc la France n'a pas à intervenir et la France n'a aucune position morale pour intervenir. D'ailleurs, pas que la France, tout le NATO n'a aucune position morale pour intervenir en Ukraine. Jusqu'à présent, ils disent que la guerre a commencé il y a quelques jours. Non, la guerre elle a commencé depuis 2014, lorsqu'il y a eu le coup d'État du Maïdan, financé par les Américains. Et avec la complicité et la lâcheté des Européens. La honte, c'est les pays de l'Union européenne. Rien d'autre que cela. Et vous allez voir, quand les dossiers vont sortir, quand les éléments vont sortir, et factuels, parce que les Russes sont très méticuleux sur ce genre de choses, j'attends de voir les réponses de ces gens-là et de ces gens que je vois à Paris ou qui disent « Ukraine Slava », comme l'a indiqué Luc Michel, c'est comme si on disait « Zigagne » au milieu de Paris. Allez, merci Fabrice. Si ça peut vous rassurer, hein, Fabrice, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul censuré sur Facebook notamment, hein, sur ces questions. Depuis quelques jours, le live d'Afrique Média ne passe pas sur Facebook parce que censuré, et même en grande partie sur YouTube. Donc je vous rassure tout de suite sur ça. Donc vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup alors de médias parce qu'on veut faire passer un seul son de cloche. Voilà donc ce qui est fait. Alors je n'ai plus que 6 minutes avant de rendre l'antenne. Rapidement, 2 prises de parole et on tourne cette page Russie-Ukraine. On va parler du Sahel avec Sébastien Périmoni. Sébastien, très rapidement, Barkhane entend conserver son action dans la zone des 3 frontières. Comment est-ce qu'on peut expliquer tout cela? Sébastien Périmoni, je crois que le micro n'est pas ouvert. Ah, normalement, si, voilà, le micro est ouvert. Oui. Vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Non, je disais, c'est comique par rapport à ce que vient de développer Fabrice, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à combattre quelques dizaines de milliers de djihadistes pauvrement armés au Sahel. Et aujourd'hui, on demande si la France va aller combattre aux côtés de l'Ukraine face à l'armée russe. Donc, c'est bon. Je crois que là, tout le monde aura compris qu'il y a quand même un paradoxe. Et qu'en effet, je le répète, la géopolitique de la Troisième Guerre mondiale, ce n'est pas une confrontation brutale, directe et militaire. C'est un contexte de guerre permanente. On citait justement ces 4 milliards de personnes, je crois que c'est Gabal qui citait qu'aujourd'hui c'est 4 milliards. Et j'insiste sur ce communiqué conjoint qui a été publié par la Russie et la Chine, avec l'Organisation de la coopération de Shanghai, différentes institutions de l'Union économique eurasiatique, l'initiative Une ceinture une route. L'initiative Une ceinture une route, aujourd'hui, c'est 150 pays dans le monde qui ont signé, dont l'Argentine qui vient de signer officiellement un accord.
Donc c'est le monde entier qui est concerné par ça. Mais il ne faut pas oublier l'histoire, puisque je vois qu'ici, il y a des férus d'histoire et qu'on se réfère toujours à l'histoire. C'est qu'on a eu en 1976, pour ceux qui se rappellent, le Congrès des pays non alignés, qui représentait plus de 70% de la population mondiale à l'époque, qui représentait les 3/4 de la population mondiale. On avait Indira Gandhi qui a été assassinée par la suite en 83. Tous les dirigeants qui en Amérique latine soutenaient ces initiatives ont eu affaire à des coups d'État. Donc il ne faut pas non plus se voiler la face sur, disons, la bêtise, soi-disant, du NATO-Land ou la stratégie réelle qu'il y a derrière cet empire anglo-américain. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas être dupe sur ça. La logique, c'est le chaos permanent et c'est ce qu'on voit au Sahel. C'est ce qu'on a vu au Moyen-Orient, chaos en Afghanistan, en Libye, en Syrie, en Irak. Maintenant, c'est le Sahel qui est en chaos. Et évidemment, la force Takuba, la force Barkhane. Vous savez, c'est marrant puisque ça vient d'être révélé par Wikileaks que quand Macron a pris le pouvoir en 2017, il voulait faire de l'opération Barkhane, vous voyez, la renaissance du prestige de l'interventionnisme et de l'armée française dans le monde entier. Bon, on a vu le résultat. On parle à queue entre les jambes. On parle de cette Europe de la défense aujourd'hui et la Task Force Takuba dans la région des trois frontières. Déjà, le Niger, le Burkina Faso aujourd'hui ne veulent pas accueillir cette force. Les Maliens ont demandé au contingent danois déjà de prendre ses bagages et de partir, ou de ne pas les prendre et de ne pas venir plutôt. L'ambassadeur français a été expulsé. Donc on voit bien que de toute façon, l'opération Barkhane et l'interventionnisme militaire de l'Occident, si vous voulez, au Sahel, c'est terminé. Donc c'est sûr et certain. Donc voilà, on est dans une situation où, quelque part, il y a en effet cette résurgence d'un monde unipolaire qui est en train de naître. En effet, l'Occident et l'OTAN est en train de prendre des raclées, raclée après raclée après raclée, mais en même temps, le chaos continue et sa stratégie de chaos continue. Donc, il faut être vigilant sur la stratégie de développement qu'il faut adopter maintenant. Très vigilant. Merci Sébastien Périmoni. Luc Michel, avec vous, on ressort définitivement de cette édition. Et là encore, c'est un téléspectateur qui nous a interpellés. Il voudrait bien que vous nous disiez un mot sur le rôle trouble des mercenaires français pour assassiner les dirigeants africains. J'imagine qu'il fait référence à la dernière actu en RCA. Ce ne sont pas les mercenaires africains, mais les services officiels, les services secrets français. Il y a 3 États au monde qui s'arrogent le droit de tuer les chefs d'État, les politiciens et les généraux qui ne leur plaisent pas. Le premier, c'est le MI6 britannique. Le James Bond des films, c'est un tueur, c'est un double héros, c'est-à-dire qu'il a le droit de tuer. Le second service, évidemment, ce sont les Américains. Le président américain émet des ordres d'exécution extrajudiciaire, on appelle ça des findings. Le troisième, depuis 60 ans, ce sont les Français. Au sein des services français, le SDEC, aujourd'hui la GGSE, il y a un service exécution qu'on appelle le service homo, le service homicide. Les Français, depuis 1960, ont exécuté 52 chefs d'État et premiers ministres, dont Barthélemy Bondanga, Félix Moumier, etc. Et ils viennent encore d'essayer maintenant, à plusieurs reprises, contre le président Touadéra. Les Américains ont essayé à 59 reprises d'exécuter Fidel Castro et ils ont assassiné avec des matières radioactives le dirigeant vénézuélien Chavez. Tous ces gens qui disent qu'ils sont les partisans du bien contre les axes du mal et les États voyous, ce sont eux les voyous et les assassins. Pour ceux qui vous demandent comment ça marche, il y a un livre, il existe au livre de poche, c'est Les tueurs de la République. Ils expliquent tout ça en détail. L'État français a même organisé des opérations terroristes. Le raid contre le navire de Greenpeace en Nouvelle-Zélande de Rainbow Warrior et l'attaque contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth en 1986, organisée par François Mitterrand. Il s'agissait de faire sauter par une voiture piégée bourrée d'explosifs l'ambassade d'Iran à Beyrouth. Cela a échoué de justesse. Voilà ce que sont les voyous français, britanniques et américains. Ajoutons qu'en commun, ils ont mené une opération homicide. C'est l'assassinat, avec l'aide des Belges, de Francis Lumumba
au Congo en 1961. Luc Michel et bien sûr un grand merci à Gamal Abina, Sébastien Périmoni, Fabrice Béor, Samira Benturki et bien sûr Tariq Mami. Messieurs et dames, j'aurais bien voulu prolonger avec vous, mais comme vous le savez, les programmes sur Afrique Média se suivent et à chaque fois, quelque chose de nouveau doit ressortir. Dans quelques minutes, vous retrouverez le débat panafricain, première partie. Et ce sera donc la vision africaine de ce qui se passe en Ukraine. Et quelle est la voix de l'Afrique? Et cette fois-là, ce ne sont pas des institutionnels, mais plutôt nos géopoliticiens, géostratèges africains qui parleront. Merci à vous. Bonne suite des programmes sur Afrique Média à la télévision panafricaine.